Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier en ligne télétravail et bonnes pratiques. Aujourd'hui, on va parler de management à distance avec Cédric Watine, qui est fondateur du podcast Outils du manager, et François Guilbert, directeur conseil associé chez NeWeb. Bonjour à vous. Bonjour Agathe, bonjour Cédric. Pour démarrer, bonjour Agathe. Bonjour. Cédric, pour terminer, je te laisse la parole. Tu vas nous parler de management et de management à distance. Oui. Tu me dis quand la présentation est à l'écran et je démarre. Et voilà, tu peux démarrer. Ok. Bon, aujourd'hui, je suis venu vous dire que le télétravail était une opportunité pour augmenter les performances de vos équipes. Alors, pourquoi je dis ça? D'abord, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je vais me présenter. Donc, alors, hop, je repars au début. Donc, je m'appelle Cédric Watine, je suis le fondateur du site outildumanager.com. Et sur ce site, ce qu'on vous propose, ce sont des systèmes pour devenir un manager extraordinaire. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la présentation ce que ça veut dire qu'être un manager extraordinaire. Pour me présenter rapidement, donc je suis chef d'entreprise depuis 22 ans, j'ai 52 ans aujourd'hui et je dirige 3 entreprises. J'ai créé il y a plus de 10 ans le podcast Outils du manager, le podcast sur le management en langue française le plus écouté. Pour vous abonner, il vous suffit d'aller sur votre appli de podcast et puis de rechercher Outils du manager. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle les mails privés qui est suivie par plus de 7000 managers et chefs d'entreprise. Et depuis 2 ans, j'ai vendu 2200 formations sur le thème du management. À l'occasion de cette petite présentation d'ailleurs, je vous proposerai 10 places à moins 30% sur une de mes formations qui s'appelle le management à distance. Voilà, c'est tout pour moi. Ce que je vous invite à vous poser comme question maintenant, ce que je t'invite à te poser comme question maintenant, c'est est-ce que ton entreprise a été ébranlée par la crise du Covid? Alors évidemment, je ne parle pas des entreprises qui ont été obligées de fermer, qui ont été obligées d'arrêter complètement leur activité. Je parle des entreprises qui ont dû mettre en place en urgence le télétravail. Parce que si ça s'est mal passé, si l'entreprise a été ébranlée par la mise en place du télétravail, c'est que probablement il y a un problème de management dans ces entreprises-là et on va voir comment résoudre cela. Donc moi, j'ai bien vu autour de moi, chez mes clients, chez mes fournisseurs et puis chez certaines administrations, qu'il y en a qui ont continué à travailler normalement, quasiment, alors qu'elles étaient obligées de passer au télétravail. Et puis il y en a d'autres, elles sont toujours pas remises, elles sont toujours aussi désorganisées, elles ont du mal. Et donc, c'est de celle-là qu'on va parler, et puis on va essayer de comprendre pourquoi ces entreprises-là ont été déstabilisées et de voir comment elles auraient pu ne pas être déstabilisées, ce qu'elles peuvent faire à partir de maintenant pour ne plus être déstabilisées par cette révolution qui s'annonce, qui est le télétravail. Alors, au programme, ce qu'on va voir, moi, je te propose 4 idées principales. La première, c'est que le télétravail est inéluctable. La deuxième, je vais te parler du parcours d'un bon manager. C'est à travers ça que je vais esquisser ce que c'est que du bon management. Et puis, on va voir que le télétravail, en fait, c'est une opportunité. Et enfin, on va voir comment faire pour saisir cette opportunité. Le télétravail est inéluctable. Alors, pourquoi il est inéluctable? Déjà, parce que la France a un petit retard au niveau du télétravail. En gros, la France, elle a à peu près 3 fois moins de télétravailleurs par rapport à sa population, à population égale, à population active égale, 3 fois moins de télétravailleurs que les USA, que les pays anglo-saxons d'ailleurs en général, et aussi que les pays nordiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment un des pays, si ce n'est pas le pays, qui pratique le moins le télétravail. Donc, première chose, actuellement, il y a une petite anomalie franco-française. Deuxième chose, le télétravail est désiré, c'est-à-dire qu'il est voulu par les actifs. 40% des actifs souhaiteraient désormais télétravailler, donc ça c'est intéressant. Mais quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est que parmi les gens qui ont testé le télétravail, qui ont été obligés de tester le télétravail pendant le confinement, 80% de ces gens-là aimeraient bien continuer l'expérience et continuer à exercer leur travail à distance complètement ou en partie. Donc, les travailleurs, entre guillemets, désirent télétravailler. Ensuite, le télétravail, finalement, c'est avantageux. C'est avantageux pour l'entreprise et c'est avantageux pour les salariés aussi, quand c'est bien fait.
La première chose, c'est que ça abaisse les risques. C'est-à-dire que le plus grand risque que tu puisses prendre aujourd'hui, c'est de prendre ta voiture et de faire des déplacements. Statistiquement, c'est là où tu as le plus grande chance d'avoir un petit souci. Deuxièmement, ça augmente la productivité. Et encore une fois, à condition que ce soit bien fait. Pourquoi ? Simplement, ça réduit les temps morts. Et ensuite, ça augmente la concentration. Quand on est dans de bonnes conditions chez soi, je le répète, on est capable de travailler beaucoup plus vite que quand on est dans un open space, par exemple. Ça permet aussi des économies. J'ai parlé des déplacements, je vais parler de l'immobilier et je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai des gens qui travaillent sur plateau, sur open space, et je dois avouer que si demain je voulais décider de tous les mettre dans des bureaux individuels, ce serait assez cher. À la place, ce que je peux faire, c'est laisser ces moments en open space comme ils sont, parce que il y a des intérêts, ils sont assez relatifs. Il y a des études qui viennent de paraître là-dessus qui montrent la supériorité, et y compris au niveau communication, d'un bureau séparé par rapport à un open space. Mais bref, ce que je pourrais pour pas cher offrir à mes employés, c'est l'opportunité d'avoir un bureau chez eux et de pouvoir en jouir à discrétion. Et donc, pour moi, c'est une grande économie. Et puis, la dernière chose, c'est que le télétravail, clairement, ça augmente les possibilités de l'entreprise, que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau de la maintenance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent désormais se faire à distance, qui évitent donc les risques, qui évitent les dépenses, etc. Et qui, en fait, permettent de s'affranchir de la dimension géographique. Et puis, dernier avantage, ça permet de recruter des gens partout en France, voire partout dans le monde. Quand on est, comme moi, une entreprise qui est installée qui n'est pas installée dans une mégapole, c'est ça qu'on pourrait dire, et qui a du mal à drainer des jeunes talents, ça offre la possibilité d'avoir des jeunes talents qui restent là où ils ont envie d'être, tout en travaillant pour l'entreprise. Et puis, dernière chose, le télétravail est possible, c'est-à-dire que à la fois au niveau de technologie et à la fois en termes de coûts, le télétravail aujourd'hui, il est complètement ouvert. Et ça, c'est une révolution absolue. La révolution Internet, elle a été une révolution, elle a été virale tout simplement parce que avant, il fallait payer pour téléphoner, il fallait payer pour envoyer une lettre en mettant un timbre dessus, et tout à coup, tout ça, c'était gratuit. C'est ça qui a fait l'explosion d'Internet et des messageries. Donc aujourd'hui, très clairement, que ce soit Zoom ou tous les autres, là c'est des noms génériques, tous ces outils-là, c'est vraiment des outils qui fonctionnent très très bien et qui sont quasi gratuits. Donc c'est sûr, c'est inéluctable, le télétravail, ça va arriver, et ce serait vraiment une grave erreur que de ne pas s'intéresser au sujet. Et en fait, moi je vois la crise du Covid à ce niveau-là comme un accélérateur. Ça a obligé à mettre en place du télétravail dans plein d'entreprises, et cette mise en place, elle a révélé des faiblesses dans le management. Parce que si le management est solide, le télétravail doit permettre que le management continue à se passer dans de bonnes conditions. Et je vais aller plus loin dans la suite de mon exposé. Je vais vous montrer même que le télétravail, c'est l'occasion de mettre en place un management plus robuste, un management qui fonctionne mieux. Alors, pour comprendre ce que je vais dire par la suite, j'aimerais bien assez rapidement exposer ce qui est pour moi un bon système de management. Et pour bien comprendre comment ça marche, on va prendre le parcours d'un manager avant qu'il devienne bon. En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est que le management, c'est un système. C'est un système qui permet à des personnes ordinaires, et il n'y a rien de péjoratif derrière le mot de ordinaire, de faire un travail extraordinaire. Ça, c'est des personnes qui travaillent sans management ou avec un mauvais management, et ça, c'est des personnes qui travaillent avec un bon management. Quand on travaille avec un bon management, ça veut dire que volontairement, on va tous dans la même direction. Et évidemment, c'est ce que cherche toute entreprise, toute équipe, etc. Sinon, ça ne servirait à rien d'avoir des entreprises et avoir des équipes. Ensuite, un bon manager, c'est quoi? Alors, on va d'abord voir ce que ça n'est pas un bon manager. Un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens. Évidemment, il y a une croyance populaire là-dessus, mais pour moi, un bon manager, c'est surtout quelqu'un qui a trouvé le bon système pour manager. La deuxième chose, c'est que le bon management, c'est pas inné. On ne naît pas avec des capacités de management. C'est quelque chose qui s'apprend, et on l'apprend en mettant en place le bon système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre en place le bon système? Je vais prendre un exemple. On va imaginer que tu sois un individu non manager et qu'un jour, on t'offre une place où on te demande, où on t'oblige à devenir manager. Donc, quand tu es ce que j'appelle un contributeur individuel, tu produis un travail individuel, tu travailles dans un groupe
Et c'est ce que j'ai représenté dans la case verte. L'ensemble de ton temps de travail est occupé par ton travail individuel. Et tout d'un coup, on te met une casquette, on te dit maintenant, tu n'es plus seulement chargé de faire de la contribution individuelle, tu dois aussi diriger une équipe, et pourquoi pas d'ailleurs l'équipe au sein de laquelle tu étais avant de la diriger. Et là, ce qui va se passer, et c'est naturel parce que tu ne seras pas formé, parce que tu n'auras pas eu de technique, parce qu'on ne t'aura pas expliqué comment il fallait faire, parce que tu n'auras pas d'expérience, tu vas passer à ce qu'on appelle un management diffus. Tu vas continuer à faire ton travail individuel, tu vas être toujours au milieu de tes équipes, et en même temps, tu vas essayer de manager. Tu ne sais pas bien ce que ça veut dire, parce que tu n'as pas clarifié ce qu'on attendait d'un manager, et donc ce que tu vas faire, tu vas gérer l'urgence, tu vas être à la disposition de ton équipe, et en réalité, tu vas être une ressource pour ton équipe. Et en général, les managers qui viennent voir Outils du manager, ils en sont là. Ils en sont là, et même parfois, ce sont des chefs d'entreprise, et ça n'a rien à voir avec le niveau hiérarchique. Bref, ils sont débordés, ils n'y arrivent pas, ils passent trop de temps, ils voient bien que ça leur échappe, et ils se demandent qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier pour que cette situation change. Ce qu'il faut qu'ils fassent en premier pour que cette situation change, c'est compartimenter leur temps, c'est-à-dire de passer à ce machin informe, à ce truc beaucoup mieux rangé. C'est quoi ce truc beaucoup mieux rangé? C'est j'ai toujours le même temps de travail, je n'allonge pas mon temps de travail, parce que souvent c'est ce qu'on fait, c'est l'erreur qu'on fait quand on devient manager, on se met, on ne sait pas bien pourquoi, mais on se met à travailler plus, c'est jamais la solution. Donc on continue à faire son travail individuel, on continue à travailler avec nos équipes, c'est-à-dire avec elles, et là, attention, c'est pas la même chose de travailler avec tes équipes et de diriger tes équipes. Quand tu es avec tes équipes, tu contribues comme tes équipes, tu travailles avec elles, et tu vas réserver moins de 10% de ton temps à ton management. Tu vas faire une frontière très claire entre tes deux casquettes, celle où tu contribues et celle où tu manages. C'est la première étape. C'est moins de 10% de ton temps, je le répète, et pourtant, c'est les 10% les plus importants, parce que c'est sur ces 10% que tu vas capitaliser, que tu vas construire ton rôle de manager. Donc, première étape, compartimenter. Deuxième étape, ritualiser. Parce que compartimenter, ça ne veut rien dire pour tes collaborateurs. Compartimenter, ça veut dire que dans ton agenda, tu auras réservé une place pour eux, mais ils ne le sauront même pas. Comment tu vas faire pour qu'ils le sachent, pour que ce soit visible? Comment tu vas faire pour qu'ils ressentent qu'il y a un moment où tu travailles avec eux, où tu fais du travail individuel, et il y a un moment où tu t'occupes d'eux en tant que leur manager? Tu vas créer ce qu'on appelle un rituel. Un rituel, c'est quelque chose qui suit des règles, qui se répètent. Et donc, ce rituel, le premier rituel que tu vas mettre en place, la pierre angulaire de ton management, c'est le 1-1. Le 1-1, c'est quoi? C'est une réunion avec chaque collaborateur en face à face, c'est-à-dire que c'est individuel. Ça dure une demi-heure, pas plus, ça peut durer moins, mais pas plus. C'est une fois par semaine, oui, une demi-heure, une fois par semaine. C'est en 3 parties. La première partie, c'est lui ou elle qui parle. La deuxième partie, c'est toi. Et ensuite, vous évoquez le futur. Et c'est avec prise de notes. Et surtout, c'est programmé sur toute l'année. C'est ritualisé. C'est par exemple, tous les mardis à 14h, je rencontre Noémie. Et ce sera vrai tant que je travaillerai avec toi, Noémie. On se rencontrera pendant une demi-heure tous les mardis. Je t'en fais la promesse, je suis ton manager, je te donne du temps et je te donne du temps en avance, tu peux compter sur moi, etc., etc. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais c'est très, très important cet entretien parce que c'est là-dessus que tu vas tout fonder. Une fois que tu auras mis ça en place, tu vas pouvoir devenir un vrai manager. Un vrai manager, c'est quelqu'un qui travaille sur son équipe versus qui travaille dans son équipe. Ça, c'est un manager qui n'a rien compris. Ça, c'est un manager qui a tout compris. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas travailler avec son équipe. Mais la partie importante de son job, c'est ça. C'est là qu'il devient un entrepreneur pour son équipe. C'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui prend un système et qui le fait mieux fonctionner. Un manager, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend une équipe et qui la fait mieux fonctionner, qui lui donne des objectifs, qui développe la confiance, etc., etc. Et donc, tu vois, c'est en 3 phases. On ne peut pas mettre la dernière phase avant la première, etc. Voilà. C'est une manière très, très, très simple d'expliquer ce qu'est un bon manager. Et en fait, un bon manager, finalement, tu l'auras compris, c'est quelqu'un qui a un système, c'est quelqu'un qui a développé son système de management. C'est pas ce machin informe où on travaille ensemble, mais on ne sait pas où on va et finalement on démarre un point A, on finit un point Z qui est à peine plus élevé.
c'est la mise en place d'un système qui, en fait, va se développer, qui va devenir de plus en plus performant, qui va franchir des étapes. Et en réalité, ça, c'est la mise en place de ton système et c'est aussi ta courbe d'apprentissage de manager, parce que manager, c'est un métier, parce que manager, ça s'apprend et qu'on ne peut pas directement, comme par magie, démarrer ici, là où on nous attend. Il faut démarrer par le début et ensuite construire. Voilà ce que c'est qu'un manager qui performe. C'est pas quelqu'un qui joue avec les gens, c'est quelqu'un qui est l'expert, c'est quelqu'un qui apprend à manager et qui réussit son apprentissage. Alors, pourquoi je dis que le télétravail, c'est une opportunité? Parce que c'est quand même de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, le télétravail, en fait, c'est une chance. C'est une chance pour mettre un nouveau type de relation en place dans ton équipe et dans ton entreprise. Je t'explique. Dans l'entreprise, il y a 3 formes d'autorité. La première forme, la plus connue, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est l'organigramme, c'est mes galons, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me donne. Quand on me dit, bah, tiens, t'es manager, bah, on me donne du pouvoir. La deuxième forme, c'est l'autorité de compétence. Et la troisième forme, c'est le pouvoir de la relation. Et on va voir que le pouvoir de la relation, c'est l'avenir. Que ces 2 pouvoirs-là, en fait, ils sont morts. Ils sont encore présents dans les entreprises, ils existent encore, mais finalement, ils fonctionnent mal, ils sont remis en cause, et c'est pas du tout ce qui va te permettre d'être le meilleur manager qu'on attend. Le pouvoir hiérarchique, c'est le pouvoir contrôler de la contrainte. J'ai des galons, je suis au-dessus de toi dans l'organigramme, j'ai un petit papier qui dit que je suis ton supérieur, et donc, tu dois écouter ce que je te dis, tu dois faire comme je te dis, et surtout, tu dois me rendre des comptes, et surtout, ne sois pas créatif, etc., etc., etc. Ce discours-là, évidemment, il tue la créativité, c'est presque son but, puisque le but, c'est de limiter le pouvoir de tes collaborateurs. Le deuxième problème de ce pouvoir-là, c'est qu'il est très mis en cause actuellement, mais il a toujours été, mais il est d'autant plus mis en cause par les nouvelles générations qui n'acceptent pas du tout cette forme d'autorité. Il baisse la motivation, c'est-à-dire que, voilà, ce genre de choses, c'est-à-dire, tu n'as vraiment pas envie de te mettre à 100% à la disposition de ton entreprise quand on te traite comme ça, et donc, bah, soit tu resteras pas, ou soit tu resteras, mais en fait, dans ta tête, tu seras pas présent, ce qui revient au même. En pire, parce qu'on te payera justement pour pas faire 100% de ce que tu pourrais faire. Et puis, la dernière chose, et ça, c'est un conseil vraiment que je donne aux managers, c'est que c'est un pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Plus tu vas dire à tes collaborateurs, attends, tu dois m'obéir parce que c'est moi ton supérieur hiérarchique, moins ils vont te croire. Par contre, moins tu vas utiliser ce pouvoir, ils savent très bien que tu as ce pouvoir-là, eh bien, ils vont te respecter parce que justement, tu ne l'utilises pas. C'est comme la menace nucléaire, tout le monde sait que ça existe, mais personne ne l'utilise. Donc, ça, c'est mort. Deuxième pouvoir, autorité de compétence. Ah, là, c'est plus compliqué parce que ce pouvoir-là, il est extrêmement accepté dans les entreprises à tout niveau. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui t'a amené à ce poste de manager, c'est probablement que tu étais le meilleur de ton équipe. Tu étais le meilleur vendeur, donc on a dit, bon, bah, c'est le meilleur vendeur, et donc on va le mettre directeur des vendeurs. Tu étais le meilleur comptable, tu vas être chef comptable, et ainsi de suite. Bref, ce qui t'a amené à ton poste, en fait, c'est ta compétence d'expert. Et c'est vrai que moi, en tant qu'individu, je vais plus respecter un vendeur qui était meilleur que moi et qui devient mon chef. Je vais me dire, bah, c'est normal qu'il devienne mon chef, il était meilleur que moi, que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur qui aurait pas de compétences à mes yeux. Le problème de ça, et donc le problème, c'est que ce qui t'a fait réussir jusqu'à maintenant ne t'emmènera pas plus loin. Et ça va être très difficile de te dire, ma légitimité, elle doit changer. C'est-à-dire que ma légitimité, ça va plus être d'être le meilleur vendeur, ça va être d'être le meilleur manager des vendeurs. Et c'est 2 métiers différents. C'est pas parce que tu sais vendre que tu sais manager. Ça va être dur, mais ça vaut le coup de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir qui limite ton équipe. Si c'est toi le meilleur expert de ton équipe et que tu tires ta légitimité de cette expertise, jamais tu voudras que dans ton équipe, quelqu'un développe une expertise qui pourrait te remettre en cause. Et donc, tu vas limiter ton équipe et donc tu vas faire le contraire de ce que tu dois faire quand tu es un manager, rendre tes collaborateurs meilleurs et meilleurs et meilleurs, et y compris meilleurs que toi dans leur domaine d'expertise. Deuxième effet qui se coule de l'autorité de compétence, elle te rend esclave de ton équipe. Esclave de ton équipe. Pourquoi? Parce que puisque tu es l'expert, puisque tu es le plus compétent, ton équipe ne peut pas fonctionner sans toi, et donc tu n'arriveras jamais, jamais à t'éloigner de ton équipe pour pouvoir travailler sur elle, parce que tu seras ramené tout le temps aux problèmes opérationnels de ton équipe. Donc clairement, ces 2 formes de pouvoir, c'est terminé. Et la bonne nouvelle, elle est là.
La bonne nouvelle, elle est que le télétravail met de fait les employés en situation d'autonomie, malheureusement sans qu'ils y soient préparés, mais en tout cas, le télétravail, il rend ces deux formes de pouvoir extrêmement compliquées. Quand tu te retrouves chez toi, tu n'as plus un chef en train de te contrôler, de regarder ce que tu fais, donc par essence, le pouvoir hiérarchique, il est très dilué, premièrement. Deuxièmement, ton boss, l'expertise de ton boss est beaucoup moins accessible. C'est beaucoup plus difficile pour toi de lui dire tiens, viens voir, là, j'ai un problème, ou à lui de passer derrière ton bureau et te dire non, mais là, c'est comme ça que tu dois faire, etc., etc. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du télétravail, c'est que ça te met en situation d'autonomie, ça met tes collaborateurs en situation d'autonomie. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Mais c'est une opportunité. Alors, comment on va faire pour régler ce problème-là? Comment on va faire? Donc, tu as compris, le télétravail, il révèle les faiblesses de ton système. Pourquoi il révèle les faiblesses de ton système? Parce qu'il y a un ordre pour mettre les choses en place. Et malheureusement, pourquoi ton entreprise fonctionne moins bien quand tu es en télétravail? Pourquoi elle fonctionne moins bien? Parce que tu es en train d'essayer de faire de l'autonomie avant d'avoir créé la confiance, la collaboration et le feedback. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est parce que ton management n'est pas vraiment en place. Un management qui a fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'un management qui a mis d'abord en place le 1 à 1, c'est-à-dire le premier étage de la fusée ou de la maison, ensuite le feedback, c'est-à-dire le deuxième étage de la maison, et enfin a mis en place l'autonomie, il va pouvoir s'appuyer dessus pour faire la suite. Quelqu'un qui essaye de mettre d'abord le deuxième étage avant d'avoir mis le premier, je ne sais pas vous, mais moi je pense que ça ne tiendra pas longtemps. Et donc, tout va s'écrouler, et c'est un peu ce qui s'est passé dans les entreprises où le télétravail n'a pas généré la performance, ou plutôt a dégradé la performance. Alors, comment on va faire? C'est simple. On va créer les conditions de l'autonomie. On va être obligé de le faire. C'est-à-dire qu'on va mettre d'abord la base. La base, c'est quoi? C'est un rituel de communication, celui que je décrivais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le télétravail fonctionne bien, il faut que la ritualisation, que la communication soit ritualisée, que le management soit ritualisé. Ça tombe bien, parce que c'est ce qu'il faut aussi pour mettre en place un bon management. Comment on fait pour démarrer un bon management? Je l'ai dit tout à l'heure, on met en place un rituel obligatoire sans lequel le management ne fonctionnera pas, qui est le 1 à 1, cette rencontre individuelle de 30 minutes chaque semaine avec chacun des collaborateurs. Ensuite, il faut aussi une réunion d'équipe, 30 à 60 minutes par semaine avec ton équipe, si tu es manager normal. Ceux-là, ils sont bleus. Pourquoi ils sont bleus? Parce qu'ils concernent tout le monde. Ça, c'est qui que ce soit dans l'entreprise. N'importe quel manager doit avoir ces rituels pour que ça marche. Ça marche à distance et ça marche en présentiel. C'est indispensable à distance, c'est indispensable en présentiel. C'est pour ça que c'est en bleu. Ce qui est en vert, je dirais que c'est mon conseil de base à ajouter quand les gens sont à distance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est avec tes N-1, c'est-à-dire les gens qui dépendent de toi. Moi, ce que je conseille, c'est une communication bref de 5 à 10 minutes chaque jour ou chaque 2 jours individuel avec chacun de tes collaborateurs. L'idéal, c'est une petite conversation, mais c'est « Ok, ça a été ta journée, ok, tout va bien, blablabla, etc. » Ça dure 5 minutes. L'idéal, c'est un coup de téléphone. Si ça ne répond pas, un message vocal et éventuellement un texto ou un message écrit. Donc, le mieux, c'est le téléphone, ensuite le message vocal, ensuite l'écrit. C'est toujours comme ça en communication. Je conseille aussi, c'est une astuce, de tenir un carnet. C'est-à-dire que si tu te rends compte que ça fait, par exemple, 4 jours que tu es tout le temps sur messagerie avec tel ou tel collaborateur, c'est probablement qu'il y a un problème. Bon, et donc tu devras lui en parler au cours du 1 à 1. Tu as toujours cette voiture balai qui est le 1 à 1. Si là, ça ne se passe pas bien, il faut en parler ici. Et puis, si tu as un patron, si tu n'es pas le boss de ta boîte, c'est-à-dire si tu es un manager qui a un supérieur hiérarchique, je te conseille gentiment de lui donner des nouvelles tous les 3 jours, juste pour qu'il n'oublie pas que tu existes, qu'il ait la conscience que tu travailles. Là, je te laisse. Ça peut être ce message, ça peut être aussi un petit mail en disant « Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». C'est un conseil, ça paraît bête, mais je connais plein de boîtes où le patron, pendant le confinement, a disparu. C'est-à-dire que tout d'un coup, les collaborateurs étaient livrés à eux-mêmes, sans aucun management. Et bien, l'inverse est vrai. C'est à toi aussi de te faire connaître de ton patron, même s'il n'a pas envie de t'entendre. Quand je parle du patron, je parle du supérieur hiérarchique, pas forcément le patron de la boîte. Donc, pour moi, c'est les rituels minimum. Maintenant, je vais
je vais te donner 3 bonnes pratiques en plus qui ne concernent pas forcément le management. La première chose quand on est en télétravail, c'est de compartimenter son temps. J'en ai déjà parlé tout à l'heure pour le manager, mais c'est vrai pour tout le monde. Et la première chose à faire pour compartimenter son temps, c'est de borner sa journée. Une journée de travail, ça a un début et ça a une fin. Et ça, attention, parce que le télétravail, ça remet les choses en cause. Quand tu vas travailler sur un site, bon, bah, physiquement, tu es sur ce site, puis après, tu n'es plus sur ce site. Donc, c'est facile de dire, là, je commence à travailler, puis là, j'ai fini de travailler. Le risque, si tu ne bornes pas tes journées, c'est que bah, tu sois en permanence en train de travailler ou que tu ne saches plus très bien si tu es en train de travailler ou pas travailler, etc. Il y a plein de cas comme ça. Il y a beaucoup de gens en télétravail qui risquent de terminer en burn-out parce qu'en fait, finalement, ils ne s'arrêtent jamais de travailler puisqu'ils n'ont plus les limites naturelles que fixait la géographie. La deuxième chose, en tant que manager, c'est de prendre conscience que tu as 3 casquettes. Tu as une casquette de manager, tu as une casquette de stratège. Le stratège, c'est celui qui travaille sur son équipe. Le manager, c'est celui qui anime son équipe. Et puis, tu as aussi une casquette de contributeur, tu as des dossiers à faire avancer, etc., etc. C'est impératif que ces choses-là, elles apparaissent dans ton agenda en dur, que ce soit pas juste un truc théorique. Donc, dans ton agenda, il faut que tu marques tes rituels de manager, on en a déjà parlé, en plus, ils sont partagés avec tes collaborateurs, c'est des engagements que tu as avec tes collaborateurs. Je te conseille aussi de marquer tes routines de travail sans flux. C'est quoi une routine de travail sans flux? Ça veut dire s'isoler pour travailler. Or, quand on travaille chez soi, s'isoler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couper toutes les distractions liées à la maison, évidemment, mais aussi couper son Internet, son téléphone, etc. Quand on est dans une routine de travail, on n'est pas joignable, on est concentré sur son travail, on travaille tout seul. Et ces routines, elles doivent être entre 30 minutes et 90 minutes, et c'est là que tu seras hyper productif. Et surtout, il ne faut pas oublier ce rendez-vous. Alors, ce n'est pas forcément tous les jours, ce rendez-vous, ça peut être une fois par semaine. C'est un rendez-vous avec toi-même. Tu travailles sur ta boîte, si tu as une boîte, tu travailles, en tout cas sur sa stratégie, etc. Tu travailles sur ton équipe, si tu as une équipe. En tout cas, c'est ce moment-là où tu planifies ton travail, où tu vois les améliorations qu'il y a à faire, etc. Et c'est très important que ces temps différents, ils soient identifiés différemment dans ton agenda et qu'ils soient écrits en dur. C'est comme ça que tu vas progresser. Autre bonne pratique, le partage. Quand on est en télétravail, le partage n'est plus une option. C'est-à-dire que les agendas, de manière absolument obligatoire, ils sont partagés. C'est des agendas partagés. C'est comme ça qu'on va voir les bornes de travail de chacun et qu'on va éviter de le déranger quand il n'est pas dans son temps de travail. C'est comme ça qu'on va voir s'il est occupé ou pas. Ça va remplacer, en fait, finalement, le fait qu'on se voit sur un site et qu'on voit les autres travailler. Ça donne une information aux autres qui est absolument indispensable. Évidemment, tous les rendez-vous qui sont dans l'agenda professionnel ne sont pas forcément lisibles pour tout le monde. Mais voilà, un agenda où je vois que du privé me dit qu'il y a peut-être un petit souci. Et oui, il y a quand même un petit peu de contrôle, c'est le prix à payer quand on est loin, etc., etc. C'est pareil pour les fichiers, c'est pareil pour les répertoires. Tout ce qui est professionnel doit être partageable avec des mots de passe, hein, pas pour tout le monde, mais ça doit être sur quelque chose qui appartient à l'entreprise. Ensuite, là, c'est peut-être pas une bonne pratique, c'est un conseil. Quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui est difficile, une mauvaise idée, ce serait de se dire, bon, il n'a pas de discipline personnelle, il fait un peu n'importe quoi, il n'arrive pas à respecter les horaires de l'entreprise, il ne sait pas travailler en groupe, donc je vais régler le problème, je vais le mettre en télétravail. Comme ça, il n'embêtera plus personne et on n'entendra plus parler de lui. En fait, si tu fais ça, tu te crées une bombe à retardement. Moi, je dis souvent, le management, si tu n'en occupes pas, il va s'occuper de toi, puissance 10 000. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui a ces problèmes-là, si tu l'éloignes, si tu le mets loin, il aura ces problèmes-là, puissance 10 000. C'est-à-dire qu'il sera encore moins discipliné, il saura encore moins travailler en équipe. C'est pas comme ça qu'on fait. Avant d'envoyer quelqu'un en télétravail, on règle les problèmes qu'on a avec lui ou avec elle, en mettant d'abord des rituels de management, en avançant sur les aspects problématiques. Et ensuite, on pourra envisager le télétravail. Donc, quand quelqu'un vient te voir pour te dire, bah, boss, j'aimerais bien passer en télétravail, l'histoire, c'est pas de lui dire non absolument parce que tu n'es pas préparé. Non, tu seras préparé. Mais la première chose, c'est quand même de mettre en place les rituels de management dont j'ai parlé. La deuxième chose, c'est de lui faire passer
un questionnaire. J'ai mis une astérisque parce que dans la formation manager à distance, il y a un questionnaire, il y a même un petit guide. Pourquoi un questionnaire? Simplement parce que tu veux voir si la personne est apte en fonction des questions, des réponses qu'elle va te faire, les raisons pour lesquelles elle veut être télétravailleur, etc., etc. Mais aussi, ça fera prendre conscience à cette personne que télétravailler, c'est pas la même chose que travailler dans l'entreprise. Et donc, à travers les questions que tu vas lui poser, elle va se les poser aussi, et elle va mûrir sa décision. Donc, c'est absolument indispensable d'avoir ce questionnaire. Et puis ensuite, une fois qu'on est d'accord, qu'on a regardé, on va se dire, soit on y va, soit on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'il y a des choses à faire avant, ou on y va. Mais on va mettre une période d'essai. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le télétravail, ça ne marche pas forcément du premier coup, et c'est pas grave. Si ça ne marche pas, on revient en arrière, on remet en place ce qu'il faut pour que ça marche, et puis on fait des essais, et ainsi de suite. Voilà. Ce sera ma dernière bonne pratique. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Juste une dernière chose. Évidemment, j'ai une formation là-dessus. Ça s'appelle Management à distance. Vous pouvez la trouver sur outildumanager.com. C'est le site. Il suffit d'aller dans le menu Formation, de chercher Manager à distance, de cliquer Voir la formation. Et pour les gens de la station spécialement ou les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une réduction de 30% pour 10 places avec le code station. Donc, au moment de passer la commande, vous mettez station et vous cliquez sur appliquer. Agathe, François, j'ai terminé. Merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation très, très riche en informations. Bon. Maintenant, je vais laisser la parole à François. Donc, François, directeur conseil associé chez NeoWeb. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton expérience du télétravail pendant le confinement au sein de ton équipe? Ouais, en fait, déjà, je vais reprendre un petit peu en amont. Nous, on faisait déjà du télétravail. Donc, NeoWeb, on est une agence de 9 personnes et on avait déjà mis en place du télétravail depuis quelques années au sein de NeoWeb. En moyenne, je dirais que les gens étaient en télétravail une journée par semaine chez nous. Donc, le confinement premier du nom a fait qu'on est passé sur un confinement complet. Puis, lors du déconfinement, on est repassé sur un mode de fonctionnement, entre guillemets, intermédiaire de 2 jours, puis 3 jours par semaine, en fait, avant de revenir sur le deuxième confinement sur un full télétravail. Donc, et on sait que à terme, dans tous les cas, on restera sur un fonctionnement mixte, comme ce qu'on a pu avoir par le passé. Je voudrais rebondir sur ce que c'est un des points que Cédric a évoqué assez rapidement, mais qui pour moi est assez important. Tu parlais des conditions de travail tout à l'heure. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est les conditions de travail. Parce que pour moi, les conditions de travail sont directement liées avec la raison de pourquoi on fait du télétravail. On ne fait pas du télétravail parce qu'on doit garder les enfants le mercredi. Et c'est des choses qui sont arrivées de temps en temps avant le confinement, puisque je pense que comme beaucoup d'entreprises, les premières fois où il y a eu du télétravail, c'était pour garder des enfants malades, entre guillemets, ce qui était une solution, je dirais, qui allait bien à tout le monde, puisqu'elle permettait aux salariés de garder ses enfants et elle permettait à l'entreprise d'avoir son salarié qui était disponible. Par contre, pour moi là-dessus, on n'est pas sur du télétravail, on est sur une solution de télétravail que je dirais dégradée en fait. Donc c'est pour ça que la notion de conditions de travail dont Cédric parlait tout à l'heure est vraiment importante. En fait, on se met dans des conditions qui permettent de réellement faire du télétravail. Nous, on a eu le cas comme je dis, au moment du déconfinement. Donc on a établi une grille, entre guillemets, du télétravail de présence au bureau, de qui était présent quel jour au bureau, avec un objectif important, c'était que chaque personne voit chacun de ses collègues au moins une fois dans la semaine. Ça, c'était un point qui était vraiment important pour nous. Quand je dis important pour nous, c'est nous en tant que dirigeants, mais aussi pour nos équipes. C'était une demande de nos équipes pendant le confinement. C'était quand est-ce qu'on va pouvoir revenir au bureau ? Et c'était pas par un besoin, entre guillemets, technique de travailler avec ses collègues, mais c'est un besoin, entre guillemets, de vie sociale, je dirais, et de voir ses collègues ailleurs que derrière une webcam. Donc, on a des gens qui nous ont... Donc, on avait établi un programme, entre guillemets, de présence, ou un calendrier de présence au bureau. On a de nos collaborateurs qui nous a dit moi, j'aimerais bien changer une journée, puisque vous m'avez mis le mercredi, sauf que le mercredi, moi, j'ai les enfants qui sont à la maison, et c'est impossible que je travaille de manière performante quand j'ai les enfants à la maison.
Donc, on a adapté. Et tout ça pour revenir sur cette notion de condition qui est vraiment, vraiment importante, en fait. D'accord. Et est-ce que dans ton équipe, vous avez mis en place des outils, des méthodes justement entre le télétravail avant les confinements, le premier, le deuxième, en fait, avec l'expérience, vous avez mis en place des systèmes, des outils et peut-être aussi des façons de garder le contact ou de manager vos équipes? Ouais. Alors, nous, déjà, on utilise, alors sans faire de pub pour les différentes solutions techniques que je vais lister, mais on va revenir à peu près sur les solutions qui étaient présentes sur les slides de Cédric tout à l'heure. Nous, on travaille avec les solutions Google Drive depuis longtemps. Donc, ce qui fait qu'on a quand même nos documents qui sont partagés, on a les calendriers qui sont partagés, on a la messagerie. Donc, on s'est posé la question, comme tout le monde, de quelle solution utiliser pour les vidéos, puisqu'au début du premier confinement, tout le monde il y avait les Pro Zoom, les Pro Google Meet, les Pro Teams et les anti aussi. Donc, nous, on a utilisé Google Meet pour l'interne et pour ce qu'on organise avec nos clients, puisqu'on utilise la suite Google, c'était ce qui nous paraissait le plus simple, en fait. Après, depuis quelques années, on utilise Slack en interne, qui est un système de messagerie interne. Ce qui est très bien avec Slack, c'est que ça va permettre de créer on crée des channels par projet, ce qui permet d'historiser tous les échanges qu'il y a sur une discussion, sur un sujet, sur un projet, et de retrouver les différents fichiers qui sont partagés. Et ça nous permet aussi d'inviter, quand on a des prestataires extérieurs qui interviennent sur un projet, on les intègre à Slack pour qu'ils puissent participer à ces échanges. Moi, je mets un petit bémol sur Slack dans son utilisation. C'est un truc contre lequel je me bats, entre guillemets, tous les jours avec nos équipes. C'est de minimiser les discussions privées. Parce que, comme je vous le disais, il y a une possibilité, c'est de créer des discussions, des channels par projet. Et il y a aussi des possibilités de discussions privées. Quand je dis que je souhaite qu'on limite les discussions privées, c'est pas du tout pour que nos collaborateurs n'échangent pas entre eux. Même si à la limite, je préférais qu'ils se parlent pour se parler en vrai plutôt que se parler en chat, si c'est des discussions entre guillemets hors projet. Quand je dis que je me bats contre le fait qu'on utilise les discussions privées, c'est parce que tout ce qu'on utilise dans une discussion privée, on ne capitalise pas dessus, c'est quelque chose qui sera perdu, et surtout, tout le monde ne va pas y avoir accès. Si je prends l'exemple, dans nos bureaux, on est en open space. L'open space a ses défauts, mais a aussi ses qualités. C'est que quand je dis quelque chose à mon collègue, les autres personnes autour peuvent l'entendre. Ça peut être, dans certains cas, c'est gênant, dans certains cas, c'est intéressant. L'avantage avec Slack, c'est que les autres vont pouvoir, entre guillemets, si on le met dans un channel, vont pouvoir l'entendre, et à l'inverse de ce qui va se passer dans un bureau, vont pas être dérangés par le bruit au moment où ça sera dit. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui est assez important, c'est Oui, Cédric. Oui, excuse-moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ajoute quelque chose à propos de Slack, et c'est le même problème qu'avec un open space, c'est que ça peut être, entre guillemets, une chimère. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ces outils qui sont très performants parce que c'est des outils très faciles à utiliser, qu'on peut avoir plein de conversations. Et la tentation d'un responsable d'équipe, moi je me place du point de vue d'un manager ou d'un patron, c'est de se dire, c'est bon, j'ai mon outil de communication, tout le monde peut communiquer, donc tout le monde sait tout, donc j'ai plus besoin de faire ces moments en 1 à 1 avec mes collaborateurs, en 1 à 1, pas en global. C'est-à-dire que le risque, c'est de se perdre dans un outil comme ça. C'est super performant, ça marche vachement bien. Nous, on ne l'utilise plus. Mais sinon, c'est vrai que c'est un super outil pour le partage, etc. Mais le risque, c'est de croire que c'est cet outil-là qui va construire la communication entre les gens, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un facilitateur. Tu auras toujours besoin de tes moments, quand tu peux, comme tu le dis, en direct, où on se parle, etc., ou via une caméra, etc. Parce que maintenant, on est quand même à un niveau où on voit les expressions des gens, on entend bien leur voix, etc. C'est quand même, la qualité, c'est vraiment élevé, mais ça n'enlève rien à la structure du management. Et puis l'autre truc, la structure de la communication, la ritualisation de la communication. Et l'autre truc à propos de Slack, c'est que tu peux rester branché toute la journée. Hein. Il y a toujours un truc qui se passe. Et ça, c'est dangereux, parce qu'il y a des moments, non, il faut compartimenter son temps, il faut couper, puis il faut bosser. Ah, mais je partage complètement ton avis sur les deux, sur ce que tu dis, sur les deux sujets. Pour moi, c'est un outil. C'est pas ce qui fait toute la communication, ça n'est qu'un outil parmi d'autres
de communication, en sachant que le premier outil, pour moi, ça reste la parole. Enfin, je suis assez partisan des échanges oraux, voire physiques quand c'est possible, plutôt que simplement des échanges numériques. Et je ne sais plus ce que j'allais te dire sur le deuxième point. Ça me reviendra. Je t'ai coupé, du coup, excuse-moi. Non, mais pas d'autre. Mais du coup, le management à distance, c'est quelque chose que vous faites depuis un moment, vu que le télétravail est mis en place au sein de NoWeb depuis plusieurs années. Ouais, alors, non. Clairement, avant le confinement, on était sur du télétravail. Il n'y avait pas de puisque c'était chaque personne une journée par semaine, on n'avait pas réellement de management. On ne peut pas parler de management à distance. Tu vois, alors que là, depuis le premier confinement, on a mis en place des rituels. Je pense que c'est important d'avoir des rituels. C'est vrai que tu parlais beaucoup des rituels individuels de chacun. Je pense que c'est aussi important d'avoir des rituels d'équipe. Bien sûr. Nous, on s'est cherché, entre guillemets, on a cherché. Parce que je pense aussi qu'il n'y a pas d'outils qui correspondent à tout le monde. Je pense qu'il chacun doit prendre des outils et après les adapter à son mode de fonctionnement, à son activité. Et aussi, on parle de management aussi aux individus, qui est à la personnalité du manager, mais aussi des équipes. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait depuis quelques temps, qu'on n'a pas arrêté d'ailleurs depuis le premier confinement, puisque même entre les deux confinements, comme on avait une partie de l'équipe qui était au bureau et une partie qui était à distance, on a quand même gardé ces rituels. C'est que tous les matins, on se fait un stand-up meeting, entre guillemets, assis et derrière un écran, qui permet à chacun, c'est surtout important pour l'équipe de prod, de dire ce qu'il a fait la veille, ses victoires de la veille, et surtout les points de blocage qu'il a pu rencontrer la veille, et d'un autre côté, ce qu'il a prévu pour la journée. Ce point, il a deux objectifs principaux, en plus de l'objectif humain de se voir, de se parler tous les jours, et des 2-3 petites blagues, du moment convivial que tout le monde va partager. Les deux objectifs, c'est de favoriser l'entraide entre collaborateurs, puisque quand on est en physique dans le bureau, on va facilement aller voir son collègue et dire je suis bloqué là-dessus, est-ce que tu peux m'aider? Il y a là encore une fois, en fonction des personnalités, il y a des gens qui vont le faire facilement sur Slack, qui vont facilement prendre leur téléphone. Il y a des gens qui le feront beaucoup moins facilement. Et d'avoir un moment qui invite à ça, ça peut simplifier les choses pour des gens qui n'oseraient pas le faire parce que j'ai peur de déranger mon collègue, j'ai peur de ceci. Ça simplifie les choses. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important. Et la deuxième raison principale pour laquelle on a mis ça en place, c'est que ça nous permet de faire un suivi d'avancement des projets au jour le jour. Parce qu'on est en télétravail entre nous, mais on est aussi en télétravail avec nos clients. Et il y a aussi cette notion de pouvoir entretenir de manière la plus proche possible les liens avec nos clients et de les tenir au courant le mieux possible des avancées dans les projets, d'éventuels retards qui sont pris pour corriger le tir et ne pas se retrouver, que le télétravail ne soit pas un système qui se transforme en effet tunnel où comme on ne se voit pas, chacun bosse dans son coin. Quand je dis chacun bosse dans son coin, c'est aussi bien individuellement que par entreprise ou par équipe projet. Et puis on se retrouve à la fin du projet et puis on se dit en fait nous on est là et nous on est là. Ouais, mais en fait on s'est pas rejoint. L'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger régulièrement pour éviter ce décalage qu'il peut avoir entre les attentes de l'un et l'endroit où les avancées de l'autre. En fait. Alors, je peux te poser quelques questions? Ouais, je t'en prie. En fait, ça correspond à ce que nous on appelle le top 5 en lean management, c'est-à-dire c'est un standing meeting, on est debout, ça dure vraiment 5 minutes. Ça. Alors, première question, d'abord, est-ce que c'est obligatoire? Ouais, c'est obligatoire. Alors, c'est obligatoire pour toute l'équipe de prod. C'est pas obligatoire pour mon associé, moi en gros, qui sommes en charge de la partie plus commerciale, où on privilégie les rendez-vous commerciaux. En général, on s'arrange pour qu'il y en ait au moins de nous deux qui soient présents. Puis tu as des ressources qui ne sont pas forcément utiles à chacune de ces réunions-là. C'est ça, par contre, toute l'équipe de production, la prod, en sachant que je mets bien les chefs de projet dans la partie prod, pour eux participent tous les jours, hors cas exceptionnel d'une formation pour un client, d'une réunion. Mais sinon, oui, tout le monde y participe. Comment tu fais pour limiter
à 5 minutes parce que physique, c'est facile, on est debout déjà. Donc, et puis à un moment, quand l'organisateur s'en va, enfin, quand quelqu'un s'en va, les autres s'en vont. Comment tu fais pour limiter pour que ça parte pas? Écoute, on ne le limite pas à 5 minutes. Dans les faits, on est plutôt autour d'une petite dizaine de minutes. Ok. Et alors, on n'a pas de règle pour se limiter, mais en général, quand il y a une discussion qui part un peu trop précise sur un projet, il y a une personne dans l'équipe, alors pas, jamais la même, mais qui va dire « Vous voulez pas parler de ça après plutôt ?» Oui, Ok, voilà. ça, on en parle après. La clé, hein, c'est ça. C'est dès que ça commence à déraper, il faut refaire un meeting uniquement avec les personnes concernées. C'est ça. Nous, le risque, c'est que tout d'un coup, tu es la partie de ping-pong avec 2 qui jouent et 15 qui regardent, quoi. Enfin, je sais pas combien vous êtes. On est 9. Et vous êtes 9, en fait, dans ce meeting, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. Je t'en prie. Mais donc, ouais, tu vois, donc je suis. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est rarement les personnes concernées par la discussion qui est en train de déraper qui s'en rendent compte. C'est souvent un tiers qui va dire en gros, là, vous nous saoulez, ça ne nous concerne pas. Et c'est vraiment important d'avoir cette culture-là. C'est-à-dire que ce genre de réunion, pour moi, doit pas être obligatoire. Et par ailleurs, au bout de 5 minutes ou de 3 minutes, on a le droit de la quitter. Et même sans le dire. C'est important parce que sinon, bah, tu mobilises des ressources pour rien, quoi. Et à condition que tu aies tous tes autres rituels dont j'ai parlé en place. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si c'est le seul rituel, ça ne va pas marcher. Et donc ça, c'est notre rituel de début de journée, entre guillemets. Et par contre, on a pris un point important, c'est que ça soit télétravail ou pas, c'est qu'il y a l'heure, c'est l'heure, entre guillemets. Et si quelqu'un n'est pas là, on commence la réunion quand même. On a tous fait sur le premier confinement, je pense qu'on a tous vécu des réunions où, comme c'était en visio, il y avait beaucoup moins de rigueur sur les horaires, etc. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est non, c'est pas parce que c'est en visio, l'heure, c'est l'heure. Donc, quand à partir où on a fixé cette règle, il y avait encore des retards. Aujourd'hui, il n'y a plus de. Tout le monde est là à l'heure, sauf cas exceptionnel. Mais... Bah, une fois que tu es arrivé 2-3 fois en retard, là, bah, tu te cales en général. Ouais, et on a mis des petits jeux en place. C'est que chacun en fait, sur un stand-up meeting, en général, il y a le jeu de se passer la balle de personne en personne. Nous, on a gardé ce mot. Donc, c'est je passe la balle à un tel. Et donc, on a un de nos collègues qui tient précieusement un tableau des gens qui ont passé la balle à quelqu'un qui avait déjà parlé, en fait. D'accord. Qui nous permettra un jour de régler nos comptes à base de gages, par exemple. Et en plus de ça, et donc ouais, pour revenir sur la question initiale d'Agathe, on a un deuxième rituel là, qui est une réunion qu'on fait une fois par semaine sur laquelle on reprogramme les tâches on valide les tâches de chacun sur les 2 semaines à venir, en fait, sur 2 semaines roulantes. Et qui permet aussi de faire un retour sur les 2 semaines. Du coup, tu te sens capable aujourd'hui d'embaucher des gens qui habiteraient à 500 km? Ouais, c'est un vrai sujet. Tu vois, nous, on est dans un domaine où le recrutement est un sujet qui est assez compliqué, qui est assez tendu, entre guillemets. Donc, on s'est rendu compte que ouais, ça nous ouvrait la le fait d'embaucher, pourquoi pas embaucher demain des gens en remote. Où là, pour moi, on est encore sur un autre mode, parce que là-dessus, on peut être sur des gens qu'on ne voit pas du tout. Pour moi, ne pas voir les gens du tout et les voir une fois par semaine, il y a une très très grosse différence. Il y a une plus grosse différence entre pas voir les gens du tout et les voir une fois par semaine qu'entre 1 et 5 fois par semaine. C'est un gap, mais oui, qu'aujourd'hui, on envisage éventuellement de passer. Ouais. On peut imaginer aussi du coworking avec des personnes qui viennent 1 semaine par mois, par exemple, chez vous, et le reste du temps en coworking dans une autre région. Ouais, alors dans une autre région ou pas forcément dans la région, si demain on avait la possibilité de recruter 2 ou 3 personnes qui sont localisées à Saint-Omer par exemple, hein, ou aux alentours de Saint-Omer, moi je préférerais qu'ils fassent du télétravail pour limiter les temps de route, le stress que ça occasionne, etc., les coûts, qu'ils fassent du télétravail. Et encore une fois, il y
c'est le mot français, en fait, télétravail, il met deux choses dedans. On a le home office et on a le remote, qui sont deux choses différentes. Le home office, je travaille de chez moi. Le remote, ça peut être depuis la station. Ça peut être, j'ai 2 ou 3 collaborateurs qui se réunissent à la station. Malheureusement, derrière le mot télétravail en français, on a mélangé les deux. Et au final, pour tout le monde, le télétravail, c'est ce que les anglo-saxons vont appeler le home office. Alors, je pense que le remote peut répondre à certains enjeux que sont le temps, des points qu'on a évoqués, qui ont été évoqués tout à l'heure, tout en gardant le lien social qu'on peut perdre avec le télétravail à la maison, entre guillemets. Moi, j'ai une anecdote que j'avais racontée, mais avant qu'on parle de télétravail, aujourd'hui on en parle beaucoup sur le podcast, c'était le témoignage d'une auditrice qui disait qu'en fait, elle avait une bien meilleure relation. En fait, elle a changé de boss, c'est-à-dire qu'il y a une restructuration dans son entreprise. Elle dépendait du directeur, je sais pas quoi, financier, qui était dans le bureau d'à côté. Et ce type-là a sauté. Et finalement, elle s'est retrouvée rattachée au directeur financier qui habitait dans un autre pays. Et elle dit que en 3 semaines, elle s'est rendue compte qu'elle avait une bien meilleure relation professionnelle, de proximité, de travail, etc., avec son nouveau boss distant qu'elle n'en avait avec son ancien boss qui était dans le bureau d'à côté. C'est-à-dire que finalement, moi je crois que le critère géographique, c'est vraiment pas le critère principal pour assurer la cohésion d'une entreprise. Je crois vraiment que c'est le management qui fait la différence et la qualité du manager qui est en place. C'est pas le fait qu'il soit loin ou près, c'est le fait qu'il soit un bon manager ou un mauvais manager qui va faire les choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que oui, c'est plus facile quand on se rencontre une fois par semaine, en vrai, etc. Mais ça peut marcher autrement, vraiment. Et c'est vraiment une question d'avoir le bon système et d'avoir créé le bon système de management, le système humain, hein, pour que ça marche. C'est pas les outils nous aident. Je veux dire, regarde, là, on se voit, franchement, on serait autour d'un café, ce serait presque pareil. La différence, c'est la manière dont on communique, la fréquence à laquelle on communique, sur quoi on communique, de quelle manière. Est-ce que vraiment, tu l'as dit, on traite chaque collaborateur de manière individuelle et pas comme un groupe, parce que ce n'est pas des groupes, c'est des individus, etc., etc. Moi, je crois vraiment à ça. Hein. J'y crois autant pour le management à distance que j'y croyais pour le management en présentiel. Un bon management, il supporte parfaitement l'éloignement géographique, pour être clair. Il supporte les crises, il supporte les changements technologiques, etc., etc. Très bien. Il faut passer le pas. Ouais, il faut passer le pas et mettre en place ces outils. Ouais. C'est important. Et quand je parle d'outils, il y a des outils, on a parlé d'outils numériques tout à l'heure, mais il n'y a pas que les outils numériques. Pour moi, il y a des process, entre guillemets, qui sont au moins aussi importants que les outils. On en parlait pour Slack, par exemple, mais mettre en place Slack sans définir de règles, je pense que c'est une connerie. Complètement. Il y a des rituels et puis après, tu as des outils technologiques qui permettent de les faire, mais c'est tout. C'est ce que je dis, si à la base, ton entreprise n'est pas bien structurée, ça veut dire qu'elle marche déjà pas très bien, ton management, mais alors l'éloignement, il va faire exploser la boîte. Moi, je vois tout à fait dans mon environnement professionnel, et que ce soit les administrations, les entreprises, etc. Bon, il y en a qui ont dû fermer, je veux dire, c'est clair. Vraiment un problème, il y a des activités qui ne supportent pas le confinement, mais en dehors de ça, il y a plein de boîtes qui ne sont toujours pas remises du premier confinement parce que tout a pris du retard, parce que les mecs ne savent plus où ils habitent, autant au sens propre comme au sens figuré, ils ne retrouvent plus leurs affaires, ils ne reprennent pas le rythme, ils ont 500 mails dans leur boîte, etc. Il y a des collaborateurs qui ont disparu dans les limbes, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, parfois même c'est le patron. Moi j'ai eu le cas d'un patron, il s'est confiné, et puis, pendant 3 semaines, les salariés, ils pient de patron, quoi. Donc, en fait, c'est un révélateur. C'est que la boîte, elle n'allait pas déjà bien à la base. Là, je suis désolé, Agathe. Je pense qu'on va finir sur ça, mais c'était très intéressant, en tout cas, comme échange. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour de nouveaux ateliers en ligne. Jeudi prochain, on fera un retour d'expérience sur le télétravail. Et mardi prochain, on sera avec Aurélie Delpour pour une initiation à la sophrologie. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.
Bonne journée, à bientôt.